J'ai été toujours émerveillé par son envie d'apprendre et de progresser. Rebecca était très contente de partir à la fac. Elle avait envie de vivre dans une grande ville, de découvrir la vie. Elle était attentionnée. Elle s'intéressait sincèrement aux gens autour d'elle. J'avais hâte de voir ce qu'elle ferait de sa vie. Une étudiante retrouvée assassinée dans un appartement de Boston. C'est le moment où on a commencé à envisager la thèse du crime passionnel. Il y a eu tellement de rebondissements étranges dans cette affaire. C'était forcément une connaissance. We know that you were in Boston. You're involved in this in one form or another. On savait déjà que le monde était peuplé d'imbéciles qui commettent des folies pour rien, mais cette fois, on était concernés directement. Merry Christmas. Rebecca Payne avait une personnalité hors du commun. Elle adorait faire des grimaces, se faire remarquer pour faire rire les autres et être le centre de l'attention. Elle ne s'est jamais vraiment considérée comme une de ces filles cool, comme on les appelle. Mais elle connaissait tout le monde. Elle avait 5 ou 6 amis très proches avec qui elle passait quasiment tout son temps. Dans une grande université comme celle de Northeastern à Boston, Rebecca ne peut que s'épanouir. Rebecca avait le chic pour rassembler les gens. On pouvait compter sur elle pour organiser une soirée, que ce soit en petit comité ou pour toute la classe. Tous ceux que je connaissais s'entendaient bien avec elle. Elle savait facilement s'adapter à la personne qu'elle avait en face. Je suis un peu introvertie, mais elle savait me mettre à l'aise, me rendre plus sociable. Ceci dit, la plupart de ses amis étaient très extravertis comme elle. C'était plus son style. Je me souviens surtout qu'elle avait toujours le sourire, qu'elle était toujours gaie. J'avoue que j'avais un peu de mal à comprendre comment une étudiante pouvait avoir un grand sourire comme ça le lundi matin à 8 heures, mais c'était son cas. Elle était toujours joyeuse, toujours pleine d'énergie. Avec le temps, j'ai appris à apprécier ça chez elle, parce que c'était vraiment sa personnalité. Pourtant, en mai 2008, à quelques semaines de décrocher son diplôme de préparateur physique, Rebecca pourrait avoir rencontré la mauvaise personne. 911. I'm at Parker Hill Apartments. La personne qui nous a prévenus était l'agent d'entretien. Il avait trouvé la porte d'un des appartements entrouverte et il avait vu du sang à l'intérieur. There's a door that's been left open to one of our units. I think I saw blood inside. Okay. La police de Boston se rend immédiatement sur les lieux où l'homme les conduit jusqu'à l'appartement 23. On a examiné la porte d'entrée. Elle n'avait pas du tout été forcée. Sur le sol du salon, devant la télévision, il y avait plusieurs paires de baskets et de tongs. Il y avait une grande quantité de sang sur la moquette. C'en était même surprenant, parce qu'il faut quand même que la quantité soit très importante pour saturer la fibre, comme c'était le cas. Les traces de sang menaient vers le fond de l'appartement, où se trouvait la salle de bain et 2 chambres, une à droite et l'autre à gauche. En allant dans cette direction, c'est-à-dire en suivant les traces de sang, on avait l'impression de suivre 2 marques parallèles dans le sol jusqu'à une chambre. Et dans la chambre, il y avait une jeune femme allongée sur le ventre. Elle avait reçu plusieurs balles dans la tête, le buste, les bras et les jambes.
C'était un meurtre d'une incroyable violence. Rien n'indiquait qu'elle avait été agressée sexuellement ou que le meurtrier avait eu le moindre contact physique avec elle avant ou après l'avoir tuée. Les policiers continuent de perquisitionner les lieux. Dans la cuisine, ils trouvent un élément qui pourrait les aider à identifier la victime. Dans la cuisine, il y avait plusieurs enveloppes. On a trouvé du courrier qui était adressé à une certaine Rebecca Payne. Cela pourrait être le nom de la victime, même si son identité reste à vérifier. Le corps est envoyé à la morgue pour autopsie, tandis que les enquêteurs tentent de contacter les proches de Rebecca et en premier lieu, ses parents. J'étais au travail quand ma femme m'a appelé. Elle était totalement incapable de m'expliquer ce qui s'était passé. J'ai juste compris que c'était très grave. Je suis rentré chez nous et c'est là qu'elle m'a expliqué que la police de Boston avait appelé pour nous dire que notre fille avait été victime d'un crime. Elle leur avait alors demandé où elle était, ce à quoi ils avaient répondu qu'elle était dans son appartement. C'est comme ça qu'elle avait su que Rebecca était morte, parce que si elle avait été à l'hôpital, on aurait quand même eu un espoir. Tandis que les parents de Rebecca prennent la route pour rejoindre Boston, la police continue de fouiller l'appartement à la recherche d'indices. Il semblerait que le tueur ait ouvert le feu sur Rebecca dans le salon. On a retrouvé 4 douilles dans le salon. La balistique a déterminé qu'il s'agissait d'un calibre 9 mm. On en a retrouvé à plusieurs endroits de la pièce. L'analyse de ces éléments nous permet de savoir quelle arme a été utilisée, ce qui nous permet en général de savoir si elle a déjà servi pour un autre crime ou un autre délit. Ce que les douilles ne leur diront pas, en revanche, c'est pourquoi quelqu'un a voulu tuer Rebecca Payne. Qui était-elle? Pourquoi quelqu'un avait-il voulu la tuer? Est-ce que c'était une victime collatérale? Était-elle au contraire visée? Pour répondre à ces questions, les enquêteurs vont devoir lever le voile sur la vie privée de la jeune femme. Il y avait un ordinateur portable ouvert et un téléphone portable sur la table basse du salon devant le futon. Sur le sol, ils repèrent un autre élément qui pourrait constituer un indice, une carte maculée de sang. C'était une carte qu'on utilise à Boston pour prendre les transports publics, qu'on glisse dans une borne pour payer les trajets. Les enquêteurs remarquent aussi que la porte-fenêtre qui donne sur le balcon est ouverte. Elle était ouverte. Alors bien sûr, on a considéré que ça pouvait avoir été le chemin emprunté par le tueur pour entrer dans l'appartement. Aucune des deux portes n'ayant été forcée, il est alors probable que Rebecca connaissait son agresseur. Et il se trouve que la jeune femme ne vivait pas seule. Il y avait 2 chambres. Ça montrait donc qu'il y avait au moins une autre personne qui habitait là ou qui y avait séjourné récemment. Il fallait identifier cette personne, essayer de la localiser, savoir ce qu'elle faisait, jusqu'à ce qu'on puisse totalement éliminer de la liste des suspects la seule autre personne qui avait le double des clés. En interrogeant les propriétaires de l'appartement, ils ont la confirmation que Rebecca vivait en colocation. Rebecca vivait avec une de nos camarades, qui suivait le même cursus que nous et qui était dans la même classe. La colocataire était en train de déménager. Elle ne vivait déjà presque plus là. Rebecca avait donc l'appartement quasiment pour elle toute seule. Mais ce jour-là, Rebecca n'était visiblement pas seule. Les policiers s'empressent de localiser sa colocataire. Il n'y a jamais personne qu'on élimine d'office de la liste des suspects. On fait au fur et à mesure en voyant où les indices nous mènent. On a essayé de reconstituer son emploi du temps de la journée, de savoir qui elle avait vu, ce qu'elle avait fait entre le moment où elle avait quitté son travail et celui où elle était rentrée chez elle. On voulait savoir qui elle avait croisé à ce moment-là, avec qui elle avait été en contact. On cherchait qui aurait pu être impliqué ou qui aurait pu faire partie des personnes qu'elle aurait laissées entrer chez elle sans qu'il y ait besoin de forcer la porte d'entrée. Les policiers interrogent aussi les voisins dans l'espoir que l'un d'entre eux ait vu ou entendu quelque chose.
Lorsque nous sommes allés interroger les voisins, plusieurs d'entre eux nous ont dit avoir entendu des coups de feu, des bruits sourds, des gémissements, mais personne n'avait appelé police secours au moment de l'incident. C'était très triste et un peu affolant en réalité. On pourrait croire que quelqu'un aurait pris son téléphone pour prévenir la police, qui aurait pu intervenir. Elle était peut-être encore en vie à ce moment-là. Et avec des soins appropriés, elle aurait peut-être réussi à s'en sortir. Si l'un des voisins avait pris son téléphone pour appeler la police, c'est pas compliqué. Il y aurait eu un espoir. Je sais que beaucoup de gens se disent que c'est pas la peine d'appeler parce que quelqu'un d'autre va le faire, ou que c'est dangereux et qu'il vaut mieux pas s'en mêler. C'est comme ça, les gens, ça les paralyse. Les voisins nous ont bien dit qu'ils avaient entendu ce qui ressemblait à des coups de feu, mais que c'était un quartier un peu mal fréquenté et qu'ils avaient pensé que c'était des choses qui arrivaient. Il y avait par exemple une résidente qui venait d'arriver à Boston depuis peu, en provenance d'une région plus rurale, et qui s'était dit que maintenant qu'elle habitait dans le quartier de Mission Hill à Boston, il fallait qu'elle s'habitue à entendre des coups de feu, parce que c'était fréquent dans le coin. Il y avait aussi une famille d'immigrés somaliens. Eux, ils avaient tellement l'habitude d'entendre des coups de feu qu'ils n'y ont pas prêté plus attention que ça. Je ne pense pas qu'ils aient fait ça méchamment, ou même volontairement. Si aucun voisin n'a contacté la police, c'est que personne n'a imaginé que ça pouvait être aussi grave. Mais personne n'a appelé la police à temps, et Rebecca n'a pas survécu à l'agression. L'après-midi même, ses parents arrivent à Boston pour faire l'inimaginable, identifier le corps de leur fille assassinée. Ils nous ont juste montré une photo. Je l'ai regardée et je leur ai répondu que c'était bien elle. C'est là qu'il a fallu faire face à la réalité. Ça a été un moment. On ne dormait plus. On passait des heures au téléphone avec les uns et les autres. Les amis de Rebecca à Northeastern apprennent eux aussi la nouvelle. Quand j'ai appris qu'elle était morte, j'étais chez mes parents à New York. Je me suis effondrée dans le salon. J'étais inconsolable. J'étais toute seule à ce moment-là et j'ai eu l'impression que c'était tout mon monde qui s'écroulait. C'est le genre de nouvelles auxquelles on ne sait pas comment réagir. On se demande ce qui a bien pu se passer, pourquoi, si ça aurait pu être évité, ce qu'on aurait peut-être pu faire autrement. On est retourné à l'appartement. Tout avait été nettoyé. Il ne restait que 2 carrés blancs peints sur le sol. On savait très bien que c'est là où se trouvaient les traces de sang. Tout semblait très froid, sans vie. Dans ce grand appartement vide, sans aucun meuble, tout nous a paru tellement définitif. Lorsque des parents envoient leur enfant à l'université, ils ont l'impression qu'il va y être en sécurité, que c'est un endroit où il ne risquera rien. Et avec ce genre d'histoire, tout à coup, on ne se sent même plus en sécurité chez soi. Rebecca était en dernière année dans ses études de préparateur physique à Northeastern. En apprenant que la jeune femme a été tuée par balle dans son appartement, ses proches et ses connaissances en viennent à se demander si elle ne cachait pas un terrible secret. J'avoue que ça m'a beaucoup déconcerté, parce que je pensais bien la connaître. Tout à coup, je me suis demandé si je n'étais pas passé à côté de quelque chose. Je me sentais totalement vide. Je me disais, pourquoi elle? Qu'est-ce qui s'était passé? Pourquoi? C'était une fille toute simple. Qui aurait pu vouloir lui faire ça? Rebecca Payne, une étudiante de 22 ans, a été tuée par balle dans son appartement de Boston. L'endroit où a été commis ce crime mystérieux, l'appartement 23, était encore il y a peu un endroit où Rebecca invitait ses amis
et où les rires fusaient. La soirée commençait souvent en petit comité chez elle. Et puis, elle venait nous chercher sur le campus et on allait tout ensemble en ville, à Boylston Street par exemple, pour y passer la soirée. À quelques semaines à peine d'obtenir son diplôme, Rebecca était prête à quitter Northeastern pour se lancer dans de nouvelles aventures. Elle adorait voyager, partir un peu partout dans le monde. Je pense que les vacances qu'elle avait préférées, c'était aux Seychelles. On l'entend commenter un peu tout. On la voit me montrer tous les arbres tropicaux. On lui avait donné un guide, alors elle expliquait à tout le monde et elle en faisait des tonnes. Les amis étaient au centre de la vie de Rebecca. Dès son plus jeune âge, elle s'était toujours liée très facilement avec des enfants très différents. Elle ne rencontrait jamais personne avec qui elle ne s'entendait pas. C'était quelqu'un de très sociable, de très tourné vers les autres. Elle avait été élue présidente du club de préparation physique de la fac, justement parce qu'elle était capable de tisser des liens avec tout le monde. Go, Becca! Son esprit d'aventure ou son caractère ultra-social l'aurait-il amené à se lier d'amitié avec un tueur? Une étudiante de 22 ans avait forcément beaucoup d'amis, peut-être même un petit copain. On a donc établi une liste de toutes ses connaissances et on a fait en sorte de savoir où elle se trouvait. On a interrogé tous ses amis, toutes les personnes avec qui elle était en contact et toutes celles qu'elle côtoyait à la fac. Pour la police, c'était forcément une connaissance. Ils nous ont demandé de leur parler de tous ceux qu'elle côtoyait qui auraient pu faire ça. Avec les résultats de l'autopsie, de nouveaux éléments viennent s'ajouter au dossier. Bien entendu, il s'agissait d'un homicide. Le décès avait été causé par les nombreuses blessures par balle. Rien n'indique que la jeune femme ait eu le temps de se défendre face à son agresseur. Toutes les recherches d'ADN sur elle, sous ses ongles par exemple, n'ont absolument rien donné. En revanche, l'autopsie leur fournit une pièce importante du puzzle. On a pu déterminer avec certitude qu'elle n'avait pas été agressée sexuellement, ce qui nous a permis d'éliminer ce mobile pour expliquer l'agression. Mais si le tueur n'avait pas l'intention de l'agresser sexuellement et qu'il n'a rien pris de valeur, alors pour quelle raison la jeune femme a-t-elle été assassinée? I keep going over and over and over in my head. What could have happened? What's the motive? Why? Tandis que la police se lance à la recherche du tueur, les médias ont vent de ce meurtre d'une jeune étudiante. Rebecca Payne's parents are on a mission to find answers. The Northeastern student's murder is a mystery that Virginia and Nicholas Payne refuse to leave unsolved. La presse a suivi l'affaire de près parce qu'elle était très mystérieuse. C'était une énigme totale. On se disait que si on en parlait dans les médias, ça pousserait peut-être quelqu'un qui détenait des éléments à se manifester. Les enquêteurs interrogent méthodiquement tous les amis de Rebecca ainsi que ses voisins. La plupart de ceux qui vivent dans la résidence n'ont rien vu ni entendu. À une exception près. Un homme qui vivait dans l'appartement du premier étage qui donnait sur la rue a déclaré avoir vu ce qu'il a appelé un van noir se garer devant la résidence la nuit du meurtre et des gens descendre du véhicule. Mais le témoin n'est pas en mesure d'apporter davantage de précision quant au chauffeur du véhicule, sa plaque d'immatriculation ou même le modèle. Ce monsieur était originaire du Vietnam. Il ne parlait qu'un anglais extrêmement limité. On avait un gros problème de langue. Et je pense qu'au moment où on l'a interrogé, il y a pas mal de choses qu'il nous a dites qu'on n'a pas comprises. Il est en revanche possible que ce van ait été filmé par les caméras de sécurité qui enregistrent tout ce qui se passe dans la résidence de Rebecca. On a voulu récupérer les images filmées par les caméras de surveillance au moment du meurtre.
Les enquêteurs s'adressent alors à l'agent d'entretien, un certain Paul Jones, celui-là même qui a découvert le corps et appelé les secours, pour qu'il leur remette les enregistrements. Mais il y a un hic. L'agent d'entretien n'avait pas remplacé la cassette et la caméra s'était arrêtée de filmer faute de bande. Il n'y avait donc pas d'image disponible pour la caméra du couloir. Nous n'avons pas pu récupérer la moindre image de cette nuit-là. Une coïncidence qui intrigue les policiers. L'agent d'entretien, le gardien si on veut, qui s'occupait de tout le bâtiment, était un personnage clé de l'enquête, puisque c'était lui qui avait découvert le corps. Ce n'est pas rare que la personne qui a prévenu les secours soit aussi la personne qui a commis le crime, surtout dans les cas d'homicide. L'agent d'entretien loge lui-même à temps plein dans la résidence et il peut avoir accès à l'appartement de Rebecca à tout moment. Lorsque la police vérifie ses antécédents, elle découvre qu'il a aussi un casier judiciaire. Il fallait forcément creuser un peu la question. Lors des premiers jours de l'enquête, un témoin a contacté la police au sujet justement de l'agent d'entretien. La personne avait remarqué la présence d'une tache rougeâtre sur la porte du local technique que Jones utilisait. La police aurait-elle mis la main sur le tueur de Rebecca ? Paul Jones, l'agent d'entretien qui a découvert le corps de Rebecca Payne et appelé la police, est à présent dans le collimateur des enquêteurs. Il avait en effet accès à son appartement et il n'avait pas changé la cassette de la caméra de sécurité le jour du meurtre. Il semblerait aussi qu'il y ait une tache rougeâtre sur sa porte. Un agent a été envoyé sur les lieux pour surveiller la porte jusqu'à ce que les enquêteurs arrivent et on a fait des prélèvements sur la tache qui se trouvait sur la porte. En attendant d'obtenir les résultats du labo, les policiers continuent d'interroger Paul Jones. Il a été interrogé pendant de longues heures. Il a fait une déposition expliquant où il se trouvait et ce qu'il faisait au moment du meurtre. Il affirme à la police que le soir du meurtre, il était chez lui en compagnie de sa femme. Il fournit le numéro de téléphone de cette dernière pour que les enquêteurs puissent vérifier son alibi. Il ne reste plus qu'à savoir si la tache rougeâtre sur sa porte est bien le sang de Rebecca Payne. En attendant, la police retourne sur la scène de crime à la recherche de nouveaux indices. Cette fois, les enquêteurs se concentrent sur la carte de transport maculée de sang découverte sur place, ce qu'on appelle à Boston une Charlie Card. Elle permet d'emprunter les transports publics de la ville. Chaque fois qu'on passe la carte dans une station ou dans un bus, le système enregistre l'endroit où elle est validée. Les Charlie Cards sont justement souvent utilisés pour suivre les déplacements d'une personne. Les enquêteurs se rendent ensuite dans les locaux de la société chargée de la sécurité des transports publics. On se disait que si c'était sa carte, on pourrait apprendre si elle l'avait utilisée le soir de son meurtre et si oui, où elle s'était rendue. Ils découvrent que la carte a bien été validée le soir du meurtre, mais sans pouvoir affirmer si c'est Rebecca ou son tueur qui s'en est servi. Il arrive qu'on trouve la carte de quelqu'un qui est un suspect ou qu'on s'en serve pour suivre la trace d'un suspect. Les enquêteurs demandent alors à avoir accès aux vidéos de surveillance des stations où la carte a été utilisée. On a récupéré toutes les vidéos qu'on a pu, pour tenter de déterminer si elle était avec quelqu'un, si quelqu'un l'avait suivie, pour établir une sorte de carte de ses déplacements avant qu'elle arrive chez elle. Tout à coup, à 22h22, Rebecca apparaît sur la vidéo. Elle était seule, elle avait l'air de se diriger vers chez elle. Sur toute la longueur de son trajet, elle était toute seule. Nous avons pu confirmer avec certitude qu'il n'y avait personne avec elle à aucun moment. La vidéo joue souvent un rôle important. Malheureusement, dans cette affaire-là, elle n'a pas eu autant d'impact qu'on l'aurait voulu. Il faut se rendre à l'évidence. Rebecca n'a pas été suivie. C'est une nouvelle impasse. C'est à ce moment-là que les résultats du laboratoire au sujet de la tache sur la porte du local technique arrivent eux aussi. Le prélèvement a été analysé et le labo a déterminé qu'il ne s'agissait pas de sang. Quant à la femme de Paul Jones, elle confirme son alibi. L'agent d'entretien n'était donc pas impliqué dans ce meurtre. Il s'était contenté de contacter les secours après avoir découvert le corps. Les policiers décident de repasser en revue les éléments dont ils disposent.
Ils savent qu'un témoin a aperçu un van noir suspect le soir du meurtre. Ils n'ont pas pu visionner les images des caméras de surveillance, mais par chance, ils vont peut-être pouvoir récupérer celles d'un hôpital voisin. Il y a un hôpital qui est situé en haut de Mission Hill et qui possède des caméras extérieures qui sont braquées sur Parker Hill Avenue. Les images de ces caméras nous ont fourni de précieux éléments. Aux alentours de l'heure du crime, nous avons repéré sur la vidéo un 4x4 qui passait devant les caméras. L'image était en noir et blanc, elle n'était pas de très bonne qualité. On ne voyait pas la plaque d'immatriculation, ni le chauffeur. On voyait en revanche qu'il s'agissait d'un gros 4x4 équipé de barres de toit. Plusieurs personnes ont examiné ces images et en ont conclu qu'il s'agissait d'un Ford. Les policiers visionnent alors de nouveau la vidéo de la scène de crime, à la recherche du moindre petit détail qui pourrait relancer l'enquête. Au bout d'un moment, une des thèses qu'on a émises, c'était que la scène de crime avait peut-être été manipulée pour donner l'impression qu'il s'agissait d'une intrusion qui avait mal tourné au lieu d'un crime prémédité. Cette scène de crime serait-elle une mise en scène ? Avant de pouvoir répondre à cette question, la police a enfin l'occasion d'entendre la colocataire de Rebecca. Pourra-t-elle leur fournir une nouvelle piste sérieuse ? Quand Rebecca a été tuée, sa colocataire était retournée vivre chez ses parents avant d'attaquer son stage de fin d'études. On l'a retrouvée, on l'a interrogée, et on a pu rapidement vérifier qu'elle ne se trouvait pas à Boston le soir du meurtre. La colocataire de Rebecca était absente et n'a donc rien vu. Cependant, elle leur parle de quelqu'un qui pourrait en savoir plus. Le petit ami de Rebecca. Comment s'appelle-t-il? Matt. Nous avons appris que Rebecca était en couple avec un jeune homme qui était lui aussi étudiant à l'université. Ils se connaissaient depuis qu'ils étaient arrivés à la fac, mais ils n'avaient commencé à sortir ensemble que quelques mois auparavant. Ils étaient en couple? Est-ce que ça se passait bien ou pas du tout? Est-ce qu'ils s'étaient disputés? Est-ce que l'un des deux avait perdu son sang-froid? Nous avions plein de questions à lui poser. Lorsque les policiers contactent Matt, ils apprennent que le jeune homme a quitté Boston juste avant que Rebecca soit retrouvée morte dans son appartement. Ils décident de l'interroger immédiatement. En général, quand un meurtre a été particulièrement violent, qu'il y a eu de nombreuses balles tirées sur une jeune femme désarmée, on commence à envisager la thèse du crime passionnel. On avait appris qu'il devait rentrer à Boston et on souhaitait bien entendu l'interroger le plus rapidement possible. On l'a attendu à la gare routière et à sa descente du bus, on l'a directement conduit au commissariat central pour qu'il y soit entendu. On lui a demandé où il se trouvait quand il avait vu Rebecca pour la dernière fois et s'il y avait eu de l'eau dans le gaz entre eux. Juste avant le meurtre de Rebecca, il était rentré chez ses parents dans l'État de New York où il vivait quand il n'était pas à l'université. Il ne savait pas du tout ce qui était arrivé à Rebecca. Vous pouvez appeler mes parents? Il avait des billets d'autocar qu'il a pu nous fournir. C'était pour des trajets entre Boston et Albany le samedi précédent et entre Albany et Boston le mardi. Les enquêteurs vérifient son alibi. Nous nous sommes rendus à Albany pour entendre les parents de Matt et certains de leurs voisins. Ils nous ont tous confirmé qu'il était bien là au moment du meurtre. Ça ne suffit pas pourtant à l'innocenter totalement. Nous avons tout de même vérifié qu'il n'avait pas pu prendre une voiture, rouler jusqu'à Boston pour arriver sur place avant 3h30 du matin, sachant qu'il y a environ 6 heures de route, et repartir ensuite pour rentrer chez lui tôt le matin, de manière à ce que ses parents soient convaincus qu'il avait passé la nuit chez eux. Lorsque les enquêteurs obtiennent ses relevés téléphoniques, ils découvrent qu'il a appelé Rebecca aux environs de minuit le soir du meurtre. Nous avons pu avoir accès au registre de l'opérateur téléphonique et nous avons constaté qu'au moment où le petit ami avait appelé Rebecca, le signal de son téléphone portable avait été capté par l'antenne relais qui se trouvait tout près du domicile de ses parents, au nord de l'État de New York.
Donc au terme d'une enquête approfondie sur le petit ami, nous avons pu conclure de façon catégorique qu'il n'était pas impliqué dans son meurtre. C'est une nouvelle impasse. Jusqu'ici, la police a pu éliminer la piste du cambriolage qui aurait mal tourné, de l'agression sexuelle et donc de la dispute amoureuse. Tandis que la police recherche le tueur, les parents de Rebecca doivent organiser les obsèques de leur fille dans leur petite ville du Connecticut. La cérémonie a eu lieu dans l'église Saint John de New Milford, notre église habituelle. Il y avait une longue procession dans les rues de la ville. À Northeastern, les amis de Rebecca se réunissent pour lui dire adieu. On a passé plusieurs jours ensemble, à regarder des photos, à se remémorer des souvenirs, pour tenter de comprendre ce qui avait bien pu se passer. Et puis, pour se soutenir les uns les autres. Ça fait vraiment partie des jours les plus tristes de ma vie. On ne devrait jamais avoir à assister aux obsèques d'une personne qui avait toute la vie devant elle. Après les obsèques de Rebecca, l'enquête est au point mort. Sans trace d'ADN, sans témoin, sans mobile ou autre élément solide sur lequel s'appuyer, le mystère qui entoure la mort de la jeune femme reste plus que jamais entier. Les années ont commencé à passer. 1 an, puis 2, puis 3, et on en est venu à se dire qu'il fallait l'accepter, qu'on n'aurait peut-être jamais de réponse, qu'on ne saurait jamais qui avait fait ça et pourquoi. She was a very, very good kid. Virginia and Nicholas Payne reflect on positive memories of their daughter, Rebecca. But the pain of losing a child is something they've dealt with every day for the past 4 years. On avait peur qu'on n'arrête jamais son meurtrier. Chaque année, on retournait à l'appartement le jour de l'anniversaire de sa mort. On invitait les médias à venir eux aussi pour rappeler à tous que le meurtrier courait toujours et pour mettre la pression sur la police pour qu'ils ne classent pas définitivement l'affaire. Alors que tout espoir de retrouver le meurtrier semble perdu, un témoin contacte la police en disant qu'il peut expliquer ce qui s'est passé exactement la nuit du meurtre de Rebecca. Anthony White était un dealer. Il était bien connu des services de police. Peu de temps après le meurtre de Rebecca, il avait reçu une balle dans le dos dans le quartier de Dorchester à Boston. Et il s'était retrouvé paralysé et aveugle. Que voulez-vous nous dire? Ce n'est qu'au moment où il a été arrêté pour trafic de drogue qu'il a accepté de parler et de nous raconter la vérité sur ce qui s'était passé le soir du meurtre de Rebecca Payne. White accepte de livrer la vérité sur le meurtre de Rebecca en échange d'une remise de peine. Il leur raconte alors que tout a commencé le jour où il a reçu un coup de fil d'un certain Cornell Smith. Selon cet informateur, Cornell Smith n'était qu'un petit dealer sans envergure. Anthony White nous a raconté que Cornell Smith l'avait contacté ce soir-là et qu'un tiers, un certain Michael Balba, qui était un des clients réguliers de Smith, était passé le chercher en voiture et qu'il les avait conduits, Smith et lui, jusqu'au sommet de Mission Hill. White explique aux enquêteurs que ce soir-là, ils arrêtent la voiture sur le parking derrière la résidence de Rebecca. Smith descend du véhicule, un 4x4 noir qui correspond à la description donnée par un témoin au début de l'enquête et aux images des caméras de surveillance de l'hôpital voisin. Anthony White nous a expliqué que Cornell était entré sur le parking et qu'il avait garé le véhicule à un endroit d'où il pouvait surveiller le bâtiment. Et puis qu'il lui avait dit « Elle est là-haut, j'attends qu'elle aille se coucher ». Ensuite, Cornell Smith avait escaladé la façade jusqu'au balcon du premier étage. De là, s'était hissé sur le balcon du deuxième et qu'il était entré dans l'appartement. Rebecca avait crié et il lui avait tiré dessus à 5 reprises. On avait donc un témoin oculaire tout à fait crédible. On pouvait inculper directement Cornell Smith du meurtre de Rebecca Payne. La police reste pourtant perplexe. Pourquoi Cornell Smith, un dealer, s'en serait-il pris à Rebecca Payne, une étudiante sans histoire? La réponse à cette question pourrait bien être un véritable choc.
La police enquête toujours sur le meurtre mystérieux de Rebecca Payne, une étudiante de 22 ans assassinée 6 ans plus tôt. Pour la première fois depuis des années, ils tiennent une piste prometteuse. Un témoin du nom d'Anthony White affirme que Rebecca a été tuée pour une histoire de drogue qui aurait mal tourné. La jeune femme qui vivait 2 étages en dessous ressemblait un peu, de loin, à Rebecca Payne. Il y avait 2 sœurs qui vivaient dans l'appartement du rez-de-chaussée. Elles dealaient toutes les 2 de la drogue. Elles avaient déjà eu des démêlés avec la police. Elles avaient déjà été arrêtées pour des délits divers. Elles avaient toutes les 2 les cheveux mi-longs, à peu près le même âge, à peu près la même stature, à peu près la même couleur de peau. Selon Anthony White, un dealer du nom de Cornell Smith aurait depuis longtemps eu maille à partir avec l'une des 2 sœurs qui ressemblait à Rebecca. Il nous a dit que Smith avait été arrêté pour trafic de drogue et qu'il était convaincu que c'était l'une des sœurs qui l'avait balancé à la police. Rebecca Payne n'était en réalité pas la personne visée ce soir-là. Cornell Smith était entré avec l'intention de s'en prendre à la dealeuse qui vivait 2 étages en dessous. Et il avait visiblement pris Rebecca pour cette jeune femme à travers la fenêtre du 2e étage. Cornell Smith est interpellé et inculpé du meurtre de Rebecca Payne. It appears to have been a case of mistaken identity. He was here to harm someone else, and instead he selected the wrong apartment, the wrong person, and in this case Rebecca paid a very, very dear price for this. On était bien entendu très frustrés qu'il se soit trompé de personne, mais quelque part c'était déjà ça. Tant que l'enquête avançait et qu'on pouvait espérer coffrer le coupable, c'était tout ce qui comptait pour nous. Mais à quelques jours du procès, l'affaire prend une tournure inattendue. La prison nous a appelés pour nous dire qu'Anthony White était décédé. Il avait connu de nombreuses complications suite à ses blessures, mais il avait aussi plusieurs problèmes médicaux par ailleurs. C'était notre seul témoin oculaire et il venait de disparaître. Ils nous ont dit que le dossier ne tenait plus la route et qu'à moins d'un miracle, il allait être difficile d'inculper ce type et d'obtenir un procès. Tout à coup, les parents de Rebecca doivent se faire à l'idée que le tueur de Rebecca pourrait s'en tirer à bon compte. Mais il reste à la police une dernière piste à explorer. Anthony White a en effet mentionné une 3e personne présente ce soir-là, un certain Michael Balba. La police se met immédiatement à sa recherche. Quand on a réussi à le localiser, on a appris que son véhicule était un 4x4, un Ford Expedition noir. Celui-là même qu'on aperçoit sur les images des caméras de sécurité de l'hôpital la nuit du meurtre. C'est Balba qui conduisait. Il était passé chercher Anthony White et l'avait ensuite ramené avec de la drogue. Smith avait donné de la drogue à Balba et lui avait dit d'aller dans le parc voisin. Les policiers convoquent Balba au commissariat. We have a 22-year-old Northeastern student that was killed. It was all over the news. So you know nothing about this murder. I did not know. I find that hard to believe. There's a photograph here of the surveillance at your car. See the times? 3:30 in the morning. Does this ring a bell? Does that neighborhood look? I know it's a tough picture, but I don't even know what Mission Hill is, to be honest with you. I don't know what... you gotta understand, this is a pretty serious matter, okay? And I'm trying to get some information here, and we know that you were in Boston. You're involved in this in one form or another. Obviously I need a lawyer because this is getting ridiculous because I know nothing. L'interrogatoire de Balba se termine sans que la police n'obtienne d'aveu de sa part, mais les enquêteurs sentent qu'ils sont sur une piste. Ils tombent alors sur un document rédigé et signé par Cornell Smith,
au sujet d'une autre affaire dont il est accusé. On a touché le gros lot, mais un gros lot très très bizarre. Au fin fond d'un dossier, il retrouve des lettres adressées par Cornell Smith au juge qui s'occupe d'une affaire de trafic de drogue. Dans ces lettres, Cornell se plaignait essentiellement du sort qui lui était réservé pendant des paragraphes entiers. Il se présentait comme un activiste. Ça n'avait ni queue ni tête dans l'ensemble. Mais glissé entre deux protestations indignées, on a découvert qu'il déclarait aussi, par écrit, être au courant du meurtre de Rebecca Payne et qu'il allait même jusqu'à s'incriminer. Dans une de ses lettres, Smith dépeint une situation qui correspond parfaitement à la déposition d'Anthony White. Il explique qu'il aurait tué Rebecca en pensant que c'était une dealeuse rivale. Dans la lettre que j'ai lue, il avait écrit « C'est soldé par un incident au cours duquel moi, Cornell Alan Smith Sr., j'ai involontairement causé la mort de Rebecca Payne. » Il affirmait qu'on l'avait trompé, qu'on lui avait fait tuer la mauvaise personne. Il affirmait qu'il était bien responsable de la mort de Rebecca Payne, mais en gros, que c'était un coup monté. Nous avions donc sous les yeux des aveux signés de sa main, une confession dans laquelle Cornell Smith avouait être coupable du meurtre de Rebecca Payne. C'est ce qui a permis de relancer l'affaire devant les tribunaux. On a eu beaucoup de chance. Comme on m'a dit, Rebecca était juste au mauvais endroit au mauvais moment. Sauf qu'elle était chez elle, dans son appartement. Un endroit où elle était censée être en sécurité, pendant que lui voulait en fait s'en prendre à quelqu'un d'autre. On savait déjà que le monde était peuplé d'imbéciles qui commettent des folies pour rien. Mais cette fois, on était concernés directement. Le pire dans tout ça, c'est l'absurdité de la situation. L'accusation propose alors à Cornell un accord pour être sûr qu'il passe au moins quelques années en prison et éliminer le risque qu'il soit acquitté lors du procès. Il est condamné à 18 ans de réclusion criminelle. Every time you turn around, there's something to remind you of her, and it's too painful. Il n'a pas eu la sanction qu'il méritait. Pour tout vous dire, il aurait dû écoper d'une peine à perpétuité pour ce qu'il a fait à Rebecca. Après des années de frustration, on était plutôt content. On sait bien que tout ça ne fera pas revenir Rebecca, mais au moins on ne l'oublie pas. Au moins, on a arrêté son meurtrier et il a été condamné. Si je pouvais parler à Rebecca, je lui dirais que je l'aime et qu'elle me manque. Elle nous manque. La douleur ne disparaît jamais. On pense à ce que serait sa vie aujourd'hui. Mais après tout, à quoi bon ?